Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances, surtout en y participant. Merci de nous recevoir et parmi vous et chez vous. Et cette 83e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait notre petite discussion entre nous. Le CQFD de votre Bled Mararibia se consacre aujourd'hui à cette malédiction que dégage ce Polisario pour frapper simultanément cette Algérie de plein fouet, ainsi que cette Espagne qui ne se remettra de sitôt avec cette désormais ex-ministre des Affaires étrangères qui est Arantxa González Laya, qui désormais a été débarqué purement et simplement du gouvernement espagnol. Sachant aussi que dans cette affaire dite Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, un avocat veut poursuivre le directeur de cabinet de cette Arantxa González Laya pour fraude et dissimulation, et il réclame également de statuer sur la responsabilité du ministère des Affaires étrangères dans cette même affaire. Et paradoxalement, un parti de la communauté musulmane appelle le Maroc à reconnaître Ceuta et Melilla, ville espagnole entre guillemets, comme si le royaume marocain vient seulement maintenant, aujourd'hui, de découvrir et de se révéler à lui-même ses propres harkis vivant à Ceuta et Melilla. Alors que pendant ce temps, quelques 300 Algériens de la diaspora ont manifesté samedi dernier dans les rues de Genève, en Suisse, pour interpeller l'ONU, donc les Nations Unies, sur la situation des droits humains dans leur pays et en particulier dans les prisons algériennes. Et si vous le voulez bien, revenons à cette malédiction du Polisario qui frappe tous ses proches alentours, ses environnants. Et la dernière en date concerne cette éviction de la ministre espagnole des Affaires étrangères qui est Arantxa González Laya. Et cette éviction était attendue, pressentie, comme inévitable si les deux royaumes, marocain et espagnol, voisins, voulaient retrouver un semblant de sérénité dans leurs relations assez tendues. Il n'y avait en fait que cette voie pour retrouver peut-être le chemin du dialogue et de la coopération. Arantxa González Laya, incarné aux yeux du Maroc et de l'Espagne, l'objet de cette crise inédite entre Rabat et Madrid, et la mésaventure dite Ben Batouche, entre guillemets, qui se voulait un cadeau discret aux services algériens en échange de concessions gazières sonnantes et trébuchantes, pour ne pas dire gratuites, a eu un effet boomerang sur l'ensemble du gouvernement espagnol.
Plusieurs valeurs espagnoles, européennes et marocaines ont été remises en cause par l'entrée illégale, tout de même, en Espagne, de ce chef des milices du Polisario, ce Brahim Ghali, désormais très connu en Algérie, sous la fausse identité d'un certain Mohamed Ben Batouche. Une justice espagnole censée être indépendante, ridiculisée tout de même, une législation européenne sur l'entrée et le séjour des étrangers recherchés, traînés par terre, un partenariat en théorie stratégique avec le voisin marocain qui a été tout simplement pulvérisé. Et face à cette catastrophe politique à multiples facettes, cette désormais ancienne ministre Arantxa González Laya continuait contre vents et marées à défendre son action et son bilan, pensant sans doute que la méthode Coué finirait par apaiser les tensions et calmer les esprits. Dans sa volonté de contrer le Maroc, les autorités espagnoles ont fait appel à la carte de pression européenne. Et Madrid pensait que si Bruxelles et Strasbourg fronçaient les sourcils en direction de Rabat, le Maroc allait baisser d'un temps le plafond de ses revendications. Or, durant toute cette crise, le Maroc est resté droit dans ses bottes, solide sur ses convictions, imperturbable dans la défense de ses intérêts, prêt à toutes les hypothèses pour asseoir son unité et sa souveraineté. Et cette détermination, à elle seule, était un facteur paralysant toute action de la ministre Arantxa González Laya contre le Maroc. Et elle démagnétisait la ministre et rendait inopérante toute son agitation. Et cette Laya se pouvait, par exemple, imaginer être reçue à Rabat tant qu'elle n'avait pas fait sa mue et reconnu ses erreurs. Et par conséquent, elle subissait de plein fouet la malédiction de ce qui est appelé le Polisario. La justesse même de la position marocaine était aidée et soutenue par de nombreuses voix espagnoles influentes qui s'interrogeaient sur la pertinence et l'amateurisme de leur diplomate en chef sur un sujet aussi explosif que l'affaire du Sahara marocain et les relations avec le Maroc. Aujourd'hui, Madrid offre un nouvel interlocuteur diplomatique au Maroc en la personne de l'ancien ambassadeur d'Espagne à Paris, un certain José Manuel Álvarez. Sans aucun doute, l'éviction de la ministre González Laya pourrait être perçue à juste titre, par ailleurs, comme un signe d'apaisement et une volonté de tourner la page de cette crise inédite entre le Maroc et l'Espagne. Mais le Maroc attendra donc et certainement les signaux de la nouvelle administration espagnole pour savoir si les couacs de la ministre Laya étaient dus à son amateurisme et à sa méconnaissance des dossiers sensibles où il s'agissait d'une doctrine enracinée au sein du gouvernement espagnol. Et les deux hypothèses offrent à la diplomatie marocaine des pistes à de multiples actions. Et dans le premier cas, le nouveau ministre des Affaires étrangères, diplomate chevronné tout de même, et grand connaisseur des équilibres politiques de la région,
se chargera rapidement de rectifier le tir et redresser la barre. Peut-être. Et dans ce cas, les signaux positifs devraient vite s'envoler de Madrid pour atteindre Rabat et redonner aux relations entre les deux pays le respect et la confiance qu'impose l'histoire de la géographie. Dans la seconde hypothèse, où la duplicité espagnole serait profondément enracinée dans le gouvernement de Pedro Sánchez, le Maroc, fort de son droit et de l'unanimité de son peuple et de la classe politique sur l'affaire du Sahara marocain, continuera cette politique minimaliste à l'égard de l'Espagne. La maîtrise du temps et la diversité des alliés seraient les précieux atouts qui vont déterminer la physionomie finale de cette confrontation, mais il est fort à parier que l'Espagne, qui a été violemment secouée par cette crise et dont elle n'a pas encore mesuré les effets économiques dévastateurs, serait plus tentée par le rapprochement avec le Maroc que par la poursuite de cette rupture. Les vents de l'histoire et de la diplomatie sont favorables aux ambitions marocaines, car pour l'Espagne, comme pour certains milieux européens, continuer à parier sur un cheval perdant qu'est ce Polisario et surtout sur son parrain tout à fait en faillite totale politique et économique, cette Algérie serait une offense à l'intelligence de leurs institutions et une atteinte grave à leurs propres intérêts. Mais est-ce que cela apaisera pour autant cette tension maroco-espagnole? Arantxa González Laya est désormais débarqué du gouvernement Sanchez. Et cela était attendu, donc prévisible, depuis quelques semaines. Le remaniement gouvernemental décidé par Pedro Sanchez a eu pour principale victime cette chef de la diplomatie espagnole, et cette chef était tout à fait imprévisible, disons-le clairement. La ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, vient donc d'être poussée vers la sortie dans le cadre d'un remaniement gouvernemental opéré par Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol. Et Laya est remplacée tout simplement par ce José Manuel Álvarez, qui était ambassadeur d'Espagne à Paris, et le départ de Laya était donc attendu, donc prévisible depuis plusieurs semaines maintenant. L'imprévisible désormais chef de la diplomatie espagnole, a durant son mandat causé la pire crise entre Rabat et Madrid durant les 16 dernières années tout de même, notamment pour son rôle central dans la tentative d'accueil en catimini, en cachette, de ce Brahim Ghali alias Mohamed Ben Batouche, qui se dit leader des séparatistes du Polisario en Espagne, et ce malgré les avis négatifs des services secrets comme du ministère de l'Intérieur, et un rôle confirmé par les récentes révélations dans le cadre de la procédure judiciaire entourant les conditions ayant permis à ce Ghali d'accéder au territoire espagnol sans être soumis à aucun contrôle, en dépit du fait qu'il soit intervenu dans le cadre d'un remaniement gouvernemental qui a vu le changement de plusieurs ministres, dont celui de la justice également, et indirectement compris dans le scandale Ghali,
Le limogeage donc de cet Arantxa González Laya peut être perçu comme un signe d'apaisement peut-être envers le Maroc. Il s'agit aussi d'une manœuvre politique dirigée vers la scène interne et le gouvernement Sanchez est en effet débordé au niveau des intentions de vote par le tandem, le duo qui est le PP, le Parti populaire, et ce parti d'extrême droite qui est Vox, qui ont profité de la brouille avec Rabat pour se renforcer et faire oublier leurs multiples affaires de corruption. Un retour à la normale avec le Maroc permettrait éventuellement à ces socialistes espagnols de recentrer le débat sur des thématiques internes et d'éviter la constitution d'un front de droite dur capable de décrocher la majorité absolue lors des prochaines élections en Espagne. Et cependant, dans cette même affaire dite Brahim Ghali, un avocat veut poursuivre le directeur de cabinet de cet Arantxa González Laya. En effet, l'avocat espagnol Antonio Ordiales a demandé au juge Rafael Lasala de poursuivre le directeur de cabinet de la ministre d'Arantxa González Laya pour fraude et dissimulation. Il réclame aussi de statuer sur la responsabilité du ministère des Affaires étrangères dans l'affaire Ben Batouche. L'enquête judiciaire menée par la justice espagnole sur l'affaire Mohamed Ben Batouche continue de délivrer donc son lot de secrets et autres confidentialités. La pression sur désormais l'ancienne ministre des Affaires étrangères, qui est cette Arantxa González Laya, s'accentue de jour en jour depuis que les investigations de l'audience nationale ont montré qu'elle était fortement impliquée dans l'arrivée de ce Brahim Ghali en Espagne sous une fausse identité et des documents complètement falsifiés. Le juge d'instruction du tribunal numéro 7 de Saragosse a d'ailleurs sommé l'ex-chef de la diplomatie espagnole de lui délivrer le nom de la personne qui a autorisé le chef des séparatistes à quitter l'aéroport sans passer par le contrôle douanier. Et c'est la même requête qu'a adressée l'avocat Antonio Ordiales au juge après avoir accusé le cercle d'Arantxa González Laya d'avoir falsifié les documents, utilisé un vrai et faux passeport diplomatique et versé dans la tergiversation pour contourner la loi. Mais cette fois-ci, l'avocat espagnol demande au juge de Saragosse, Rafael Lasala, de poursuivre le directeur de cabinet de la ministre des Affaires étrangères, un certain Camilo Villarino, pour fraude et dissimulation. Le parquet général précise, cet avocat Ordiales doit statuer immédiatement sur la responsabilité du ministère des Affaires étrangères dans l'entrée illégale en Espagne de ce chef du Polisario. Et le quotidien Al-Akhbar rapporte que le commissariat général à l'information de la police a informé l'audience nationale que Brahim Ghali disposait d'une carte d'identité délivrée par l'État espagnol en janvier 2006 et renouvelée le 30 juin 2016 à Talavera de la Reina. La police confirme que le chef des séparatistes avait un document d'identité espagnol quand il est arrivé à bord de l'avion présidentiel algérien qui a atterri à la base militaire de Saragosse, et ces détails ont été révélés
après que le juge d'instruction de l'audience nationale, Santiago Pedras, a demandé le 7 mai dernier à la police de lui fournir un rapport sur l'identité du malade hospitalisé dans l'hôpital San Pedro de Logroño. Et la police espagnole avait alors affirmé qu'il possédait effectivement une carte d'identité au nom de Rali Sidi Mohamed Abdeljalil, né à Smara, donc au Maroc, le 18 août 1948. La consultation du registre des antécédents judiciaires a montré par ailleurs que le tortionnaire en chef du Polisario disposait d'une autre carte, d'une autre identité au nom de Brahim Ghali Mustafa. Alors que paradoxalement, un parti de la communauté musulmane, d'un autre côté, avec cette transition directe, cette communauté musulmane, donc ce parti, appelle le Maroc à reconnaître Ceuta et Melilla en tant que ville espagnole, entre guillemets. Accusé par ce parti d'extrême droite, qui est Vox, ce parti exige, demande de cette communauté musulmane ou de ce parti de communauté musulmane d'être la 5e colonne du Maroc à Ceuta, le chef d'une formation politique représentant la population autochtone musulmane, a préféré répondre à ces accusations en affirmant ou réaffirmant son allégeance à l'Espagne, tout en plaidant pour une amélioration des relations de voisinage avec le Maroc. Ce leader de la coalition de gauche Kavalas, créée en 2011, Mohamed Ali, a invité Rabat à reconnaître Ceuta et Melilla comme deux villes espagnoles et européennes, ce que rapporte la Verdad de Ceuta. Le seul représentant de ce parti à l'Assemblée locale de Ceuta a surfé sur les thèses de Vox alors lors d'un point de presse. Et il faut renforcer la sécurité de nos frontières et leur contrôle rigoureux et efficace par les autorités espagnoles et européennes, a-t-il précisé. Poursuivant son réquisitoire contre la politique de Rabat, ce Mohamed Ali a souligné que depuis 2011, le Maroc prend des décisions qui visent à limiter les échanges commerciaux entre Ceuta et Melilla et leurs environs de l'autre côté de la frontière, recherchant ainsi à déconnecter économiquement nos villes avec le dit environnement. Et d'ajouter que ces mesures comprennent la fermeture de la douane commerciale avec Melilla en juillet 2018 et dans le cas de Ceuta, la fin du commerce atypique et du petit trafic de marchandises sous le régime des passagers depuis octobre 2019. Et pendant tout ce temps, en ce qui concerne ce régime du voisin de l'Est, quelques 300 Algériens de la diaspora ont manifesté samedi dans les rues de Genève, en Suisse, pour interpeller les Nations Unies, donc l'ONU, sur la situation des droits humains dans leur pays, en particulier dans les prisons. Et cette marche s'est déroulée alors que se tient à Genève jusqu'au 13 juillet la 47e session du Conseil des droits de l'homme. Nous sommes venus dénoncer les arrestations arbitraires, la torture et la répression à cette occasion, a expliqué tout simplement Madame Assia Guichoud, qui a participé à l'organisation
de la marche. Et elle ajoute, ces derniers mois, la répression n'a fait qu'augmenter et il y a de plus en plus de témoignages de torture. En effet, le 11 mai dernier, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dit de plus en plus préoccupé par la situation en Algérie où plusieurs droits fondamentaux comme les droits à la liberté d'opinion et de réunion pacifique continuent purement et simplement d'être attaqués, expliquant notamment que des marches d'étudiants avaient été empêchées par les autorités du pays. Et déterminé à briser le mouvement contestataire du Hirak, le pouvoir ou ce pouvoir algérien a interdit ces manifestations et multiplie les poursuites judiciaires contre opposants, activistes, journalistes, universitaires, etc., etc. À Genève, donc, les manifestants ont marché jusqu'au siège du Haut Commissariat, scandant des slogans à bas la dictature ou en chantant libérer les prisonniers d'opinion. Et une vingtaine d'entre eux étaient vêtus d'une combinaison orange de prisonniers, mains menottées et pieds enchaînés, alors que d'autres tiraient une grande calèche en bois sur laquelle trônait un homme portant le masque du président français et un autre présentant ce pseudo-président algérien athée, donc aux fameuses initiales imprononçables. Le Hirak reproche donc de longue date au président français de soutenir son homologue algérien avec lequel il entretient des relations, semble-t-il, très cordiales, sans réserve et sans considération pour les violations des droits humains en Algérie. Et nous demandons à l'ONU, donc aux Nations Unies, une commission pour enquêter sur la situation des droits de l'homme, notamment dans les prisons, et pour que la haute commissaire Michelle Bachelet fasse plus de pression sur le régime algérien pour libérer les détenus. Ce qu'a expliqué Madame Assia Guichoud. Plus de 300 Algériens sont actuellement en prison en lien avec le Hirak et où les libertés individuelles, selon le Comité national de libération des détenus, c'est-à-dire le CNLD, une association de soutien. Et cet athée qui se considère toujours comme le président a ordonné dimanche dernier de relâcher des jeunes, quelques jeunes prisonniers incarcérés pour avoir pris part à des manifestations du Hirak. Mais seulement 15 des 18 détenus qui devaient être libérés dimanche l'ont été, donc 15 sur 18, selon le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, la ADDH. Donc, cette déclaration de ce vice-président Saïd Saleh. Et donc, chers amis, c'est ici, sur ces informations peu réjouissantes relatives à cette malédiction qui frappe tant l'Algérie que l'Espagne, que prend fin cette entrevue en prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir à travers votre ce qui fait débat habituel ou ce qui fait désormais discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience et surtout de nous avoir écoutés tout en participant activement. Mais ne nous oubliez pas en nous aidant
et en aidant votre chaîne Bled Magharibia, en vous y abonnant, en faisant abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, et de partager les séquences de votre chaîne autour de vous et parmi vous. Au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.